Bien sûr, on va beaucoup parler de l'aide américaine débloquée hier pour l'Ukraine, donc 61 milliards de dollars. Juste avant, Aline Lebal-Kremer, justement, on en parlait au même endroit hier. Vous étiez très optimiste, juste prudente, mais je voulais juste avoir votre réaction quand hier, un peu avant 20h, eh bien, on a entendu ça, vous allez nous le dire juste après. C'était à Washington. Sur la résolution 3035, pour 311 contre 112, abstention 8, la motion est adoptée. Merci. Silence. Voilà, on voit quelques drapeaux ukrainiens agités par les représentants, quelques sifflets également, on va en parler bien sûr aussi, c'est de sifflets, mais Aline Lebal-Kremer, alors vous-même, quand vous avez entendu ça, après des mois et des mois. Exactement, à ce moment-là précis, comme beaucoup d'autres, très franchement une petite larme, voire une grosse soulagement, un moment furtif de joie quand même dans tout ça, de soulagement assez immense. Un autre moment qui a arraché quelques petites larmes aussi, c'est que c'est passé sous les radars, mais il s'est passé quelque chose d'immense pour les Ukrainiens aussi à ce congrès. Il y a eu une convocation et citation de Taras Shevchenko dans la voix et dans la plaidoirie d'une démocrate qui s'appelle le Marcy Capture et qui a cité un vers très, très beau de Taras Shevchenko. Et quand on parle d'un peuple qui est en train de subir une guerre d'agression et vouloir être effacé par la Russie, en fait, ça résonne. C'était extrêmement émouvant. Donc c'est surtout un espoir. Ça veut dire que l'Ukraine va pouvoir résister, va peut-être pouvoir gagner, voilà. Enfin, ça remet tout ça de façon éclatante. C'est un message extrêmement clair de soutien américain qui dit que en fait tout n'est pas joué, c'est pas vrai. C'est une victoire contre le mensonge et contre le cynisme aussi. C'est pas la victoire totale, mais c'est une énorme bataille assez capitale qui vient d'être remportée. Au Sénat. Alors, Aline Lebal-Kremer, on va aller sur le terrain à Kiev, justement, pour voir si, Tetiana Orgakova partage juste votre optimisme. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Donc je vous disais, vous êtes actuellement à Kiev. Comment vous-même avez-vous accueilli la nouvelle de ce vote, de cette enveloppe de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine ? C'était le moment de l'immense joie ici en Ukraine. Les gens parlaient que de ça, en fait, durant tout samedi, en fait. Donc, l'attente était dans l'air. Et puis, le moment de joie, le moment de soulagement, c'est vrai. Le moment c'est vrai que c'est une bataille qui est gagnée. Mais c'est une décision, je tiens à rappeler, qui était attendue depuis longtemps, depuis 6 voire 7 mois. Donc là actuellement, les troupes ukrainiennes sont épuisées dans l'absence de munitions nécessaires. Et donc c'est vrai que c'est un moment tout à fait optimiste qui était partagé par les députés, par le président de la République, mais aussi par les gens dans la rue. On entendait de quoi parlaient les gens. C'était tard ici à Kiev au moment où le vote avait passé, mais les gens parlaient de cela dans les magasins, donc dans les familles, autour de dîner. Voilà, donc c'était le sujet numéro 1 qui était vraiment très attendu. Aujourd'hui, cette nouvelle, en effet, arrive à un moment assez particulier puisque Volodymyr Zelensky le dit lui-même, il y a des difficultés dans le Donbass. Notamment, on voit qu'il y a aussi de plus en plus d'Ukrainiens qui ne veulent pas aller se battre. Ça veut dire que cette nouvelle peut vraiment revigorer toute une population et pas seulement son président et ses militaires ? Oui, bien sûr, la population va réagir, mais je tiens à rappeler que la loi sur la mobilisation vient d'être votée avant que cette aide américaine arrive, puisque c'est vrai qu'il y a cette nécessité de renforcer les rangs de ceux qui sont dans les tranchées, puisqu'il y a énormément de pertes. Ce n'est pas un secret pour personne, je ne veux pas mentionner les chiffres, mais tout le monde sait que les gens qui sont dans les tranchées depuis plus de 2 ans, ils sont très épuisés. Donc, la loi est là, donc les civils, les hommes surtout, parce que ce sont les hommes qui sont mobilisables, se préparent déjà d'être mobilisés. Il y a des raids, littéralement, dans plusieurs villes et villages, donc tout ceci est renforcé. Et en même temps, donc c'est ensuite que l'aide américaine arrive. Et donc, de l'autre côté, ça veut dire aussi que les combats vont s'intensifier et que le prix à payer par les Ukrainiens il sera aussi élevé que le prix payé par les contribuables américains, voire plus élevé, parce que nous, on paye cette victoire qu'on espère tant par les vies humaines, par la santé
de milliers, de dizaines de milliers de personnes qui ont déjà d'ailleurs perdu leur santé lors de cette guerre. Donc, on se concentre. Donc, après ce court moment de joie, bien sûr, il y a la réalisation, ce que, oui, avec cette aide-là, donc l'effort sera doublé, voire triplé. Et donc, on va essayer de continuer de faire ce qu'on faisait, c'est-à-dire d'essayer de libérer les territoires et puis de restaurer surtout la justice internationale et puis punir l'agression. Tout c'est un grand chemin très difficile et aussi très douloureux. Il y a pas de gens qui sont aveugles ici. Ça voudra dire aussi un grand effort de notre part aussi. Quand vous dites un grand effort, on peut aussi s'interroger, c'est normal, après 2 ans de guerre, sur le moral de cette population ukrainienne. Quand vous le voyez, même vous, que ce soit à Kiev ou ailleurs dans le pays, quel est-il aujourd'hui, ce moral ? Nous, on voyage souvent sur la ligne du front. Au moins 2 fois par mois, on se déplace dans les positions qui sont assez proches de tranchées, 10 km, 15 km, 20 km. Ce sont des voyages qu'on fait pour renforcer justement l'armée ukrainienne parce qu'on apporte des voitures. Donc, on constate que oui, durant ces 6 derniers mois, le moral était très moyen puisque il y avait ce sentiment d'épuisement, les lignes du front ne bougeaient presque plus, et s'ils bougeaient, ils bougeaient en faveur des Russes, que ce soit à Avdiivka, que ce soit dans les petits villages à côté de Bakhmout, que ce soit à Robotyne, c'est au sud de l'Ukraine qui est vraiment très, très détruit. Donc voilà, c'était le sentiment de l'arrêt du temps, c'est-à-dire que le temps joue contre nous, et on ne voyait pas, comme on dit, la lumière au bout du tunnel. Aujourd'hui, rien n'est rose, mais en tout cas, il y a un peu plus d'espoir. Nous avons d'ailleurs été très contents de voir l'Europe se réveiller avec les déclarations très fortes venant de la part de la France, avec l'action du président tchèque qui nous a trouvé 1 million d'obus. Donc voilà, tout ceci nous a encouragés, mais sans le soutien américain, on voyait difficilement comment est-ce qu'on peut voir la fin de cette guerre, et donc se projeter dans l'avenir, c'était très difficile. Donc regardez les enfants qui sont nés en Ukraine, qui sont petits actuellement, on se disait mais même eux ils vont pas voir la fin de cette guerre. Aujourd'hui, bien sûr, avec cette aide américaine, et surtout que ça dure, et surtout que l'Europe ne lâche rien non plus, puisque c'est une guerre en Europe qui concerne les Européens d'une manière peut-être plus accentuée que les Américains, qu'on reste tous ensemble, qu'on reste solidaires pour vaincre contre ce mal que représente la Russie d'aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. Tetiana Orgakova, je rappelle que vous êtes journaliste responsable du département international à l'Ukraine, Crisis Media Center. Merci d'être passé par LCI. Alors avec LCI, on va justement rester sur le terrain. On était à Kiev, eh bien on va aller de l'autre côté, dans les autres lignes, rejoindre Margot Haddad. Bonjour à vous Margot. Vous êtes en direct depuis Moscou, justement, où vous suivez pour LCI les récents événements. Alors, Margot, tout simplement, comment ce vote a-t-il été perçu par le pouvoir russe ? Écoutez Jean-Mathieu, il n'y a pas d'affichage clair de la crainte ou de la fébrilité du Kremlin. Disons que ce n'est pas réellement dans leur pratique ni dans leur technique de propagande. Mais ce qu'on peut constater tout de même, c'est un ton plutôt vindicatif de la part du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui a dit ouvertement que l'aide américaine ne pourrait rien changer au combat sur le terrain et que ce n'était pas, je cite, dans l'intérêt des États-Unis. Des propos qui sont tout de même intéressants puisqu'ils révèlent à nouveau la stratégie du Kremlin. La Russie mise encore une fois sur une division au sein des sociétés occidentales après l'adoption de cette nouvelle enveloppe au Congrès. On le voit dans le fait aussi que la presse russe souligne très fortement qu'au sein même de la politique américaine, une partie du camp républicain, pour ne pas le nommer le camp Trumpiste, pense que les dollars vont d'abord à l'international plutôt que d'être investis sur le sol américain. Et autre point intéressant, c'est le deuxième volet de cette stratégie de communication russe, c'est de consolider son bloc, qu'on appelle vulgairement le Sud global, avec la déclaration de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, qui, elle, a dit clairement que les États-Unis agitaient les guerres dans le monde en soutenant Israël, Taïwan et l'Ukraine. Un clin d'œil, donc, vous l'avez compris, à ses alliés actuels sur la scène internationale, la Chine et les pays arabes. Alors, un mot tout de même, Margot, parce que ce type d'annonces aussi, on sait souvent, sont suivies par une réponse de la Russie, souvent violente, c'est des lancements de missiles. Est-ce que aujourd'hui, il y a des signes éventuellement d'une réponse de la part du Kremlin ?
Alors on le sait, le Kremlin a toujours répondu de manière forte sur le terrain après l'envoi d'armement occidental. La presse russe aujourd'hui insiste par exemple sur des bombardements à Kiev ce matin, mais quand nous avons demandé à nos équipes sur le terrain à Kiev, on nous dit qu'il n'y a pas eu ces frappes. Donc c'est très difficile de savoir exactement ce qu'il se passe sur le terrain, sur le front, puisque vous avez du côté russe une propagande qui s'est installée avec des informations qui parfois ne sont pas vérifiées. Mais ces dernières semaines, le Kremlin a voulu montrer à sa population que le ministère de la Défense a réarmé ses troupes en modernisant son équipement déjà existant. Par exemple, selon le journal Commerçant, un journal assez respectable en Russie, eh bien, la Russie va produire davantage pour le terrain ukrainien des armes plus simples mais plus fiables, y compris des armes légères et des obus. Et Vladimir Poutine aurait aussi demandé lui-même au directeur général de la société industrielle Rostec d'augmenter la production, en particulier des chars T-90 et des drones kamikazes. Et concernant les aéronefs, le Kremlin aurait insisté sur la production d'hélicoptères de combat K-52 et des Mi-28 qui auraient été détruits massivement sur le front ces derniers jours. Merci beaucoup Margot Haddad pour ce point très complet depuis Moscou. Merci à vous en tout cas. Alors je voudrais vous montrer également une autre réaction toujours un peu folklorique, c'est sûr, un peu étonnante. C'est celle de Dmitri Medvedev. On va bien sûr regarder, voilà ce qu'il a écrit donc sur Telegram à propos de cette enveloppe débloquée par le Congrès américain. Personne ne doutait que les législateurs américains allaient approuver l'aide à un gang de néo-nazis. C'est un vote de joyeux, je cite, bâtard américain. Voilà, on le voit en effet aujourd'hui, Patrick Martin-Jeunier, donc en effet un homme toujours très en forme là-dessus. Pourtant, à travers ce vote, il y a une chose qui est, on se pose vraiment la question si cette aide peut vraiment faire la différence aujourd'hui, maintenant. Alors, écoutez, on verra sur le terrain, bien évidemment. Je pense qu'une aide considérable de 61 milliards de dollars, ça peut être un élément qui peut changer la donne, à condition effectivement que des armements, que des missiles, que des chars puissent arriver rapidement. Il faut faire la distinction entre les stocks disponibles, les stocks américains aux États-Unis et en Europe, bien évidemment, et ceux qu'il va falloir construire, réaliser pour transporter en Ukraine. Alors, avant de savoir si cela sera parfaitement efficace, c'est d'abord une victoire politique considérable de montrer que les États-Unis se sont encore mobilisés en tant que gardiens du monde libre, de la démocratie. On a trop souvent dit ici que la guerre en Ukraine, c'était une guerre pour la liberté, pour la démocratie. Enfin, les États-Unis le font. Maintenant, est-ce que ça va changer la donne? On voit bien que les opinions sont un peu diversifiées. On voit des généraux qui nous disent non, ça ne va pas changer la donne immédiatement. Mais en tout cas, c'est très important. Pourquoi? Parce que dans les semaines qui viennent, on verra bien si cet armement arrive. C'était un avertissement du président Zelensky. Et il faut absolument que ces armements arrivent, sans quoi nous risquons de perdre cette guerre. Et donc, c'est quelque chose de fondamental. Voilà, et Claude Blanche-Maison, on l'a entendu tout à l'heure de la part de Tetiana Orgakova, qui est donc journaliste à Kiev. Elle dit merci aux Américains, mais merci aussi aux Européens. En fait, on sent bien que c'est le message qui est vraiment important. En effet, tout le monde sait que ça va prendre du temps, mais que le message est important. Oui, chaque chose en son temps, mais en effet, la première conséquence de ce vote à la Chambre des représentants, c'est les conséquences politiques, évidemment. Alors d'abord, la petite musique qui montait depuis quelques mois, mais l'Ukraine n'y arrivera jamais, mais après tout, l'Ukraine pourrait aussi être vaincue, etc. Terminé. Ouais. Bon, ça coupe à la racine, et par conséquent, on revient à une situation plus saine. En deuxième lieu, on voit bien que le Kremlin, qui affecte de dire ça ne changera rien au rapport de force à long terme, est quand même très inquiet. Il est quand même très inquiet avec, on voit bien le Kremlin qui demande aussitôt un renforcement de production des chars, des avions, etc. Et le Kremlin est un peu triste aussi que le barrage que supposait constituer l'un des candidats à la présidence des États-Unis, en fait, n'est pas tenu. On va en parler de ça dans un instant. Donc c'est une grande victoire pour Joe Biden et c'est une défaite pour la Russie. Elle peut se consoler en agitant la Chine, en disant mais il y a aussi de l'aide pour Taïwan, mais c'est quand même une maigre consolation.